Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Hervé Chesville, bonjour. Je vous reçois aujourd'hui dans le studio de La Voix des Grands Lacs, qui est une chaîne. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes donc je vous souhaite la bienvenue dans nos studios et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet assez délicat. Comme vous l'avez vu, au Canada, il y a eu tout un débat sur le droit d'expression, le droit de la liberté de presse, la liberté d'expression. Chaque fois qu'il s'agit de parler du Rwanda, il y a des pressions énormes et on ne sait plus si en France, on peut, ou si la France va suivre le chemin de certains au Canada qui veulent faire taire les auteurs qui écrivent ou parlent du Rwanda. Mais avant d'aborder le sujet, avant d'aborder ce thème, je voudrais vous inviter naturellement à vous présenter à nos auditeurs afin qu'ils sachent qui vous êtes. Pourquoi vous parlez du Rwanda? Depuis quand connaissez-vous le Rwanda? Et tout simplement ce que vous pensez de la situation dans ce pays que vous semblez connaître bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos éditeurs, Monsieur Chesville? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir cette occasion de m'exprimer sur un sujet en particulier qui m'est cher. Donc, comme vous l'avez dit au départ, je suis Hervé Chesville, citoyen français, 60 ans. J'ai fait toute ma carrière dans l'humanitaire, ce qu'on appelle l'humanitaire. J'ai commencé comme volontaire dans des organisations non gouvernementales à la fin des années 70, les années 80. Et puis en 89, j'ai été recruté par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui m'a envoyé au Soudan, qui à l'époque comprenait également le Sud-Soudan. Et j'ai surtout passé mon temps au Sud-Soudan en pleine guerre. Ça a été un contact assez brutal, j'avais 29 ans, avec les réalités de la famine et de la guerre. Ensuite, le PAM m'a envoyé au Malawi. J'ai passé 4 années au Malawi. De là, j'ai été envoyé au Mozambique, le pays voisin, et je me trouvais au Mozambique au moment du génocide rwandais. J'ai suivi ça de loin, donc depuis le Mozambique. Mais j'ai malgré tout rencontré des gens à l'époque, collègues ou pas, qui revenaient du Rwanda et j'avais déjà pu me documenter un petit peu sur ce qui était en train de se passer. Ensuite, le PAM m'a envoyé en Ouganda. Alors là, je me suis rapproché du Rwanda puisque je suis arrivé en Ouganda en juin 95 et dans le cadre de mes fonctions au PAM, j'ai eu l'occasion de visiter le camp de réfugiés de Nakivale au sud-ouest de l'Ouganda, qui était un camp de réfugiés Hutus qui avait fui en 94. Mais la coïncidence a voulu que ce camp de Nakivale, je devais le découvrir plus tard, avait servi de base d'entraînement et de base arrière au FPR pendant la guerre de 90-94. Ensuite, le PAM, toujours, m'a envoyé faire une mission d'évaluation de la gestion du Programme alimentaire mondial Rwanda en septembre 96. Et c'est là que j'ai découvert certaines réalités concernant le PAM, la gestion du PAM au Rwanda, mais aussi réalité du pays. J'ai beaucoup sillonné le pays pendant cette mission d'évaluation. J'ai produit un rapport qui a fort déplu
à la direction du PAM Rwanda, mais également, je devais l'apprendre par la suite, aux autorités du pays. Et en 98, le PAM a voulu m'affecter au Rwanda comme responsable de l'urgence au sein du PAM Kigali. J'ai refusé parce que je savais que mon rapport avait circulé et que je risquais d'avoir des ennuis, d'autant plus que, en tant que citoyen français, j'avais de légitimes raisons de penser que tout ça mis ensemble, ça risquait de faire que je ne serais pas le bienvenu. Le PAM ne m'a pas donné le choix et je suis donc allé au Rwanda pour prendre mes fonctions. Dès mon arrivée, j'ai été mis en garde par certains collègues loyaux, je dirais, du Programme alimentaire mondial Kigali, collègues locaux, qui m'ont dit que j'étais complètement fou d'être revenu au Rwanda, que mon rapport avait circulé et que ma vie était en danger. Malgré tout, je suis resté, même si j'ai informé le directeur de l'époque, le directeur du PAM, de cet état de choses. Il m'a assuré que je n'avais rien à craindre, que mon rapport avait été oublié. Mais quelques jours plus tard, j'ai été convoqué au ministère de l'Intérieur à Kigali, où j'ai eu affaire à un homme en civil qui parlait Ugandan English, l'anglais de l'Ouganda, et qui m'a accusé d'être en situation irrégulière, ce qui était faux puisque j'avais un visa en bonne et due forme. Il a confisqué mon passeport, m'a dit que j'avais interdiction de travailler et que je devais rester à ma résidence. J'ai malgré tout continué à faire mon travail, à aller au bureau tous les jours, même si j'ai arrêté de circuler dans le pays. Et au bout d'un mois, j'ai reçu la copie d'une lettre qui était adressée au PAM disant que je devais quitter le pays. J'ai donc quitté le pays. J'étais, même si ça n'était pas libellé de la sorte, j'étais de fait persona non grata au Rwanda. Ensuite, j'ai dû quitter le PAM parce qu'on m'a fait porter la responsabilité de cet échec, qui était en fait un échec prévisible et que j'avais prédit. Et j'ai travaillé pour l'UNICEF, notamment en République démocratique du Congo, à Goma, où j'ai eu à nouveau affaire au régime de Kigali, je dirais, puisqu'à l'époque, Goma était sous contrôle de l'armée rwandaise et de son faux-né, le RCD Goma. Je me suis occupé de démobilisation d'enfants soldats et donc là aussi j'ai eu à découvrir certaines réalités. Et j'ai travaillé par la suite à Bukavu également pour d'autres organisations. Et tout cela a fait que j'ai eu envie de témoigner de cette expérience, et c'est là que j'ai commencé à écrire. Donc je ne suis pas allé en Afrique pour écrire, mais c'est l'Afrique qui m'a fait devenir auteur. En 2003, mon premier livre est sorti. C'était un livre témoignage, je ne sais pas si on le voit ici à l'écran. Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale. Publié à l'Harmattan, à Paris. Et ce livre était divisé en 4 parties, comme c'est indiqué sur la couverture, Soudan, Ouganda, Rwanda et République démocratique du Congo. Donc ce livre était surtout consacré aux enfants victimes de la guerre et naturellement aux enfants soldats, entre autres, mais pas seulement. Et dans ce livre, j'ai donc raconté, entre autres, mon expérience avec la démobilisation des enfants soldats en Ituri et au Kivu. Et ça, dans chaque partie, je fais également un historique du pays dont je parle, et c'est donc la première fois que j'ai parlé de ce qui s'est passé au Rwanda, la partie consacrée au Rwanda, donc. On peut dire que ce livre, au départ, était consacré à la République démocratique du Congo spécialement. Au Soudan, c'est-à-dire Sud-Soudan en fait, puisqu'il n'y avait pas encore de Sud-Soudan à l'époque, mais Soudan, Ouganda, Rwanda,
et République démocratique du Congo. Dans le phénomène des Kadogo, Oui. pour les auditeurs qui ne connaissent pas le mot Kadogo, ça veut dire le petit, les petits, en fait, les enfants soldats. Alors, j'ai découvert en faisant un peu de recherche à l'époque que le mot Kadogo, qui signifie une petite chose en swahili, je crois, quelque chose sans importance, sans valeur, ce mot Kadogo a été, entre guillemets, inventé par la National Resistance Army de Yoweri Museveni, tout à fait, dont faisait partie Paul Kagame et d'autres à l'époque. Parce que la NRA a recruté énormément de Kadogo et les officiers de cette armée rebelle avaient surnommé ces enfants les Kadogo, des petites choses sans importance qu'on peut perdre sans trop de problèmes et qu'on peut facilement remplacer. Et voilà donc l'origine du mot Kadogo qui ensuite s'est répandu à l'armée patriotique rwandaise, puis aux différentes rébellions suscitées par l'Ouganda et le Rwanda en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quand on dit Kadogo dans cette région du monde, on ne pense plus à une petite chose sans importance. On comprend tout de suite que l'on parle d'un enfant qui porte une Kalachnikov. Et qui tue. Et qui tue, et qui est donc à la fois victime et bourreau. Tout à fait. Alors, c'est en écrivant que j'ai découvert que j'aimais écrire. On dit en français que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. En quelques années plus tard, j'ai sorti ce livre qui était essentiellement consacré à la République démocratique du Congo et à ses rébellions multiples de l'Est du Congo. Alors, je vais lire le titre, c'est Chroniques africaines au pluriel, de guerre et d'espérance. Là aussi, c'est RD Congo, Ouganda, Rwanda, Burundi et Soudan. Voilà, voilà. Mais c'est, bon, en grande partie consacré au Congo. Je passe les autres livres que j'ai écrits qui ne concernent pas seulement cette région. Et à l'approche des 25 ans, du 25e anniversaire des événements de 1994, je me suis dit qu'il serait bon de compiler tout ce que j'avais écrit sur le Rwanda. Parce qu'effectivement, j'avais écrit ce premier livre que j'ai montré, ou ces premiers livres, mais j'ai également écrit un certain nombre d'articles que je postais dans différentes publications, mais en particulier mon propre site qui s'appelle choseville.net, lequel site, d'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, est inaccessible depuis le Rwanda. Il fait partie des sites qui ont été brouillés. Et je prends ça comme une reconnaissance, pas comme une décoration, mais presque. Parce que si mon site, je crois qu'il n'y a qu'une quinzaine de sites qui sont brouillés depuis le Rwanda, si mon site fait partie de cette quinzaine de sites, c'est qu'il dérange et c'est qu'il contient certaines vérités qui déplaisent. Donc, je remercie les autorités de Kigali d'avoir bien voulu brouiller mon site. C'est une reconnaissance pour moi. Et donc, j'ai compilé tous ces écrits et j'en ai rajouté d'autres, bien sûr, pour sortir juste avant le 25e anniversaire ce livre, Rwanda, 25 années de mensonges, qui est sorti en 2018 et qui est exclusivement consacré au Rwanda. Et là, je vois une petite photo justement à la 4e de couverture. Oui, je vois un Européen au milieu d'enfants. C'est moi, un peu plus jeune. C'est vous, le jeune j'avais homme que je 36 vois, ans quand la photo a été prise. Très bien, merci. Cette photo a été prise dans un village modèle que le PAM avait contribué d'ailleurs à réaliser, parce que le PAM fournissait de la nourriture pour la construction de ces villages. Il s'agissait de déplacer les paysans Hutus qui vivaient dans les collines et dans les montagnes et de les mettre dans des villages proches de la route principale afin d'assurer officiellement leur sécurité, mais en fait, afin de mieux contrôler la population. Et voilà donc ce livre qui m'a valu beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, qui m'a valu des intimidations et des calomnies. Un individu s'est permis d'écrire
une lettre tout à fait diffamatoire et calomnieuse à tous les points de vente où mon livre était en vente, ou à tous les centres de conférence où j'étais attendu pour faire une conférence, pour dire des choses, donc me traitant de négationniste, voire même de pro-génocidaire. Alors j'ai mis fin à cette campagne en allant au commissariat de police de ma ville, Bastia, pour porter plainte contre cet individu dont je connaissais le nom. Et je crois, enfin à ma connaissance, ça s'est arrêté. Et je suis reconnaissant d'ailleurs aux libraires qui m'ont fait confiance et qui m'ont informé de la réception de ces lettres. La radio dans laquelle j'interviens, là, parce que j'ai oublié de dire que je suis également chroniqueur radio à Bastia, et la radio catholique où j'interviens m'a également informé de cette... C'est comme ça que j'ai eu le nom de cet individu et que j'ai pu porter plainte contre lui. Et j'ai également parlé du Rwanda dans ce livre qui est un ouvrage collectif. Excusez-moi, Hervé Chazville, cet individu, c'est un Français ou c'est un Rwandais ou c'est... Alors, c'est très drôle parce qu'au début, je pensais qu'il était rwandais. Parce que le nom avait une consonance que je qualifierais de bantou. Parce que ça commençait par MU. Ok. Et donc, j'étais persuadé que c'était un Rwandais. À ma grande surprise, j'ai découvert que non, c'était un citoyen français, pas du tout rwandais. Mais bon, je ne peux pas naturellement révéler l'identité de ce monsieur comme ça dans le cadre de votre programme. Mais en tout cas, j'ai découvert que son nom était un nom basque et qu'il avait une certaine ressemblance à un nom d'Afrique centrale, je dirais. D'accord, ça arrive, oui, ça arrive. De ce côté de la France, on a souvent des noms comme ça. Voilà. Donc, ce livre, cet ouvrage collectif, je n'en suis pas l'unique auteur, je suis l'un des 17 auteurs. C'était le docteur Edmond Simeoni. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du docteur Edmond Simeoni, qui était un grand ami à moi et qui était le père du nationalisme corse, je dirais, du nationalisme moderne. Très connu en Corse et en France en général. Voilà, et dans le monde. Et il m'avait demandé, parce que sa dernière activité, alors qu'il était déjà très âgé, ça a été de s'intéresser à la diaspora corse. Il y a environ 2 millions de Corses dans le monde. Et sachant que j'avais longtemps vécu en Afrique, il m'a demandé de faire un résumé un peu de ma vie en Afrique. Et il avait fait la même demande à d'autres Corses qui avaient vécu ailleurs, en Chine, au Mexique ou au Venezuela. Et donc, chacun a fait son petit texte. Et donc, moi, j'ai fait mon chapitre qui s'intitule, je ne sais pas si on le voit, 24 années en Afrique, dans lequel je reviens sur mon expérience rwandaise. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Je vous ai montré 4 livres. Mais si j'inclus cet ouvrage collectif, ça en fait 10 au total. Et j'en ai un 11e qui est en préparation actuellement, et même un 12e. Voilà en gros. Donc en plus, comme je l'ai indiqué, je fais une émission hebdomadaire à Radio Salve Regina à Bastia, qui peut être écoutée dans le monde entier grâce à l'Internet. Et j'ai souvent l'occasion de parler du Rwanda. J'ai fait de nombreuses émissions spéciales sur le Rwanda, et notamment, j'ai souvent évoqué le nom de Kizito Mihigo, et je suis fier de dire que ses chansons, en particulier celle qui lui a valu tant d'ennuis et qui lui a même, je dirais, coûté la vie, est régulièrement diffusée sur les ondes de radio Salve Regina. Et j'en suis très fier parce que je sais qu'elle est interdite au Rwanda. D'ailleurs, en parlant de Kizito, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce livre, je l'avais dédié. Est-ce que vous voyez Est-ce que c'est lisible? Alors, ce livre est dédié à toutes les victimes de la tragédie rwandaise, ainsi qu'à Victoire Ingabire Umuhoza et à Kizito Mihigo, tous deux emprisonnés au Rwanda, pour avoir évoqué publiquement toutes les victimes. Voilà. Et à l'époque, quand le livre est sorti, naturellement, Kizito était encore vivant. Il était encore en prison, oui. Il était en prison. Tout à fait. Voilà. Et je sais qu'il
il a été informé de la sortie de ce livre et il m'en a remercié. Indirectement, bien sûr, indirectement, mais j'ai réussi à communiquer avec lui à l'époque où il était encore en prison et après sa libération. Merci. Je ne parle pas en son nom, mais tous les Rwandais vous diront que de rendre ainsi hommage à notre compatriote, Feu Kizito Mihigo, ça nous touche très très fort, ça nous va vraiment droit au cœur parce que c'était un héros en réalité. Il a été un des premiers rescapés du génocide Tutsi à demander que le Rwanda soit une nation enfin autour d'une mémoire commune de toutes ses victimes sans discrimination. Et donc pour ça, Kizito pour nous c'était un héros. Il y en a qui disent même que c'était un saint. Oui, effectivement. Effectivement. J'ai lu son livre, d'ailleurs, j'ai lu son livre qui a été publié à titre posthume, si je puis dire, puisqu'il a été publié chez Amazon. Je pense que ce sont certains de vos compatriotes qui ont pris l'initiative de publier son livre. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion, bien sûr. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Nos auditeurs vous connaissent mieux maintenant. On va passer donc dans le vif du sujet, on va entrer dans le vif du sujet pour parler de la liberté. Vous qui avez publié des livres faisant allusion aux événements du Rwanda, au génocide, aux crimes de toutes les parties belligérantes, parce que ceux qui ne le savent pas pensent qu'il n'y a eu qu'un génocide contre les Tutsis, mais il y a une page qu'on ne lit jamais, une page de l'histoire rwandaise qu'on préfère garder secrète et cachée. Moi, pour ma part, je préfère toujours, quand on parle du génocide, je préfère toujours rappeler que la guerre a commencé le 1er octobre 1990. Tout à fait. Parce que trop souvent, on ne parle que de l'année 1994, qui a été une année épouvantable, en particulier les 100 jours d'avril à juillet. Mais ça, ce n'était, je ne peux même pas dire l'épilogue, puisque ça a continué après, mais disons, ça a été le paroxysme d'une crise qui avait été déclenchée le 1er octobre 1990. Et oui, et entre le 1er octobre 90 et le 6 avril 94, il y a eu beaucoup d'autres massacres. Effectivement. Donc, ça aussi, il y a certains qui ne veulent pas qu'on en parle, et notamment le gouvernement actuel qui est composé essentiellement des anciens rebelles. Comment dirais-je, ma conviction et la ligne de conduite que je me suis fixée depuis mon premier séjour au Rwanda a toujours été la même, à savoir toutes les victimes sont respectables, toutes les victimes doivent être commémorées, honorées, Tout à fait. et tous les bourreaux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance politique, militaire ou ethnique, tous les bourreaux doivent être dénoncés. Et ça, c'est une ligne de conduite que j'applique bien sûr au Rwanda, mais pas seulement. J'ai fait la même chose en Ituri ou ailleurs. Donc, c'est ma ligne de conduite. Et ça, naturellement, ça ne plaît pas nécessairement aux gens qui sont actuellement au pouvoir à Kigali, qui voudraient que l'on n'honore qu'une seule catégorie de victimes et que l'on envoie au tribunal une seule catégorie de bourreaux. En fait, ça ne plaît pas, il faut le dire, à une partie des bourreaux. Voilà, bien sûr. Ils ne veulent pas qu'on parle des crimes qu'ils ont commis, c'est ça. Bien sûr. Alors, justement, l'expérience que vous avez peut-être connue en écrivant sur le Rwanda, est-ce que, tout à l'heure, vous parliez de la personne qui a écrit un courrier, oui, en vous traitant de tous les noms de négationnistes et de collaborateurs des génocidaires. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres, est-ce que vous avez connu d'autres obstacles ou d'autres menaces de ce genre? Disons que je subis un harcèlement que je qualifierais de quotidien sur un réseau social comme Twitter. Oui. Parce que naturellement, je m'exprime aussi sur Twitter, je partage des tweets et je parle de mes livres aussi sur Twitter. Et je commente l'actualité rwandaise et autres, pas seulement sur Twitter. Et là, naturellement, je suis régulièrement agonie d'insultes et d'injures. On s'en prend à mon nom, on s'en prend à ma nationalité, parce qu'apparemment, pour certains, le fait d'être français me rend nécessairement coupable
Les méchants. et prétendus agissements de l'armée française ou des faits et gestes de François Mitterrand ou de je ne sais qui. Moi, de ce côté-là, je suis très à l'aise. On a oublié de dire, peut-être dans la présentation, que je suis en Corse. Bon, je n'ai pas un nom corse, mais ma mère est corse. Depuis mon plus jeune âge, je me suis battu pour la reconnaissance du peuple corse, son identité, sa culture, et pour obtenir une certaine autonomie vis-à-vis de la France. Donc, je peux dire que j'ai, à ma manière, combattu également les autorités françaises et les différents gouvernements français à différentes époques. Donc, ça me fait bien rire quand je vois des tweets assassins dans lesquels on me considère comme un suppôt du gouvernement français ou de Mitterrand ou de l'opération turquoise. De ce côté-là, je suis très, très à l'aise. Je ne me bats pas par la plume ou par le micro pour défendre l'honneur de la France. Absolument pas. Ce n'est pas votre rôle, c'est pas votre rôle. En plus, vous n'avez même pas à vous expliquer. Exactement. Votre témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au Mozambique lors du génocide. Donc, je ne me sens aucune responsabilité dans ce qui a pu se passer au Rwanda où je n'avais pas mis les pieds à l'époque. Je tiens aussi à dire clairement que je n'ai pas vécu au Rwanda du président Habyarimana ou du régime intérimaire. Donc moi, je ne connais qu'un seul Rwanda, un seul. C'est le Rwanda de Paul Kagame. C'est le seul Rwanda que je connaisse. Que vous avez vu à l'œuvre en plus. Vous l'avez vu à l'œuvre. Exactement. Vous avez vu comment ils traitent les Rwandais, comment ils traitent les journalistes, comment ils traitent… Absolument. Voilà. Absolument. Donc, je suis très à l'aise vis-à-vis de ces attaques, même si c'est sûr que pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent mal, parfois, ce genre d'accusation peut avoir des effets négatifs. Tout à fait. En fait, ça peut même vous renforcer dans vos croyances de vérité. Ah, ça c'est sûr. Plus on m'attaque, plus j'ai envie de continuer ce combat. Ça, c'est certain. Vous avez raison. Alors, tout à l'heure, vous disiez que pour vous, il fallait tenir compte de toutes les victimes et il fallait aussi poursuivre, si possible, tous les bourreaux. Tous les bourreaux. Ben, je vais vous dire que c'est le slogan d'une organisation que je préside, la Fondation Ibuka Bose, l'Ingira Bose, Mémoire et Justice pour tous. Et donc, nous nous retrouvons sur ce terrain. Absolument. Et on va se battre ensemble pour faire passer ce message. Parmi mes expériences que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, j'ai été une fois témoin à la Cour pénale internationale pour le procès d'un seigneur de la guerre de l'Itourie bien connu. Donc, lorsque l'on m'a invité à La Haye pour témoigner, je l'ai fait. C'est pas la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie et je le regrette maintenant parce que je n'ai pas eu la liberté de parole. J'étais témoin, donc chaque fois, pour pouvoir m'exprimer, il fallait qu'on me pose une question, que ce soit l'accusation ou la défense. Et chaque fois que j'essayais de prendre la parole, j'étais aussitôt interrompu par la partie adverse qui émettait une objection à ma prise de parole en disant que la question n'avait rien à voir avec le dossier, ce qui fait que j'ai quitté La Haye très frustré parce que ce que j'ai voulu dire, je n'ai pas pu le dire et on m'a interrogé sur des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'aurais aimé dire. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre le mécanisme très lourd de cette justice internationale. Tout à fait. C'est une justice très frustrante, effectivement. Surtout, là, vous parlez de la justice de la CPI. De la CPI, oui. Mais quand vous remontez plus loin, en parlant de l'UDPR, c'est encore plus frustrant parce que vous pouvez avoir affaire à des innocents, mais qui sont en fait des bourreaux, des anciens bourreaux, et devoir accuser des innocents, précisément, on vous dit, mais ne parlez surtout pas de cela.
Vous ne parlez pas des bourreaux de cette catégorie. Voilà. Et moi, ce que j'aurais voulu dire à La Haye, c'est que ce seigneur de la guerre contre lequel je témoignais oui. n'était pas une entité indépendante, que ce n'était pas une génération spontanée, qu'il avait des gens au-dessus de lui, des gens qui l'ont créé, qui l'ont armé, des gens dans les pays voisins. Et bien sûr, je pensais au Rwanda et à l'Ouganda, mais ça, je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu le dire. Il y a de quoi frustrer. Alors, pour reparler de nouveau de la liberté de presse, d'expression en France, hein, parce que nous sommes en France, mais on ne peut pas parler de la France sans parler de l'actualité. L'actualité, c'est la cabale, les persécutions, le harcèlement d'une grande journaliste canadienne, Judy Revers, et qui, après le livre qu'elle vient de sortir en France, hein, Rwanda, l'éloge du sang, subit un véritable harcèlement de la part de certains milieux rwandais et canadiens, mais surtout rwandais, une catégorie de rescapés du génocide qui s'en prend à elle en la traitant de négationniste, en la traitant de qui n'ont même pas lu son livre, qui n'ont même pas lu son livre d'ailleurs. Ces gens qui s'en prennent à elle, pour la plupart, n'ont pas lu son livre. En tout cas, qui demandent que ce livre ne soit pas lu. Ils se contentent de colporter les mêmes adjectifs négationnistes, génocidaires, etc. Voilà. Et donc, moi, ce livre, je l'ai lu. Vous soulignez un élément très important. Oui. Ils sont censés n'avoir pas lu ce livre parce qu'ils demandent à Radio-Canada de ne pas en parler. Ils demandent que ce livre soit censuré, qu'il ne sorte pas. Et on se demande sur quelle base ils le jugent. Comment peuvent-ils traiter un auteur de négationniste lorsqu'ils n'ont pas lu son livre? Et même s'ils l'avaient lu, parce que nous, on l'a lu. Ce n'est pas un livre de négationnisme, c'est un livre où Judy Revers dit toute la vérité sur les crimes qu'elle a par ailleurs documentés, documentés des deux côtés, des deux belligérants, c'est-à-dire le massacre des Tutsis d'un côté et le massacre des Hutus de l'autre, aussi bien au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Et là, on la traite de négationniste. Elle a fait un travail énorme. Elle a consacré 20 ans de sa vie à faire ce travail de recherche. Moi, mon livre Rwanda, 25 années de mensonges, c'est absolument pas comparable. Je n'ai pas passé autant de temps qu'elle. Moi, j'ai apporté mon témoignage, j'ai écrit avec mon cœur, mais je n'ai pas passé des heures, des journées, je n'ai pas acheté avec mon argent des billets d'avion pour aller sur le terrain interroger telle ou telle victime ou tel bourreau. Bon, j'ai pu en rencontrer effectivement dans le cadre de mes fonctions, mais donc notre approche à elle et à moi est totalement différente. Et je tiens à saluer son travail. C'est un travail de recherche remarquable. C'est plus qu'un travail de journaliste. Elle a fait un travail de chercheuse. Et donc, repousser d'un geste de la main de manière méprisante son travail, c'est pas correct parce qu'elle a fait un véritable travail. On peut très bien être en désaccord avec sa manière de procéder ou avec ses conclusions. C'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, que le débat s'instaure, qu'on échange des arguments. Mais là, il ne s'agit pas d'arguments. Il s'agit de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adjectifs éternellement répétés, négationnistes, pro-génocidaires, etc., etc. Et ça finit par atteindre l'objectif désiré par ces gens-là, parce que lorsqu'elle est venue en France pour la promotion de son livre, elle a été complètement ignorée par la presse mainstream. Tout à fait. Elle a été ignorée par les journaux, elle a été ignorée par les radios, elle a même, parce qu'elle devait aller parler à un festival. À Bayeux. Et sa présence, je veux dire, sa participation a été annulée à la dernière minute. Elle a été désinvitée. C'est quand même des verbe parce qu'on leur avait dit à cette occasion. Négationniste. Encore une fois, des gens qui ne l'avaient... Vous savez ce que j'ai fait, moi, à cette occasion? Quand j'ai appris qu'elle avait été, entre guillemets, désinvitée, oui. J'ai pris mon livre, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai envoyé à monsieur le maire de Bayeux. D'accord. Pour lui exprimer mon indignation en lui disant que l'image de sa ville était salie par une telle décision. Mais qu'est-ce qui peut expliquer
un tel engouement, ou plutôt qu'est-ce qui peut expliquer la force de ces milieux en France, ces forces qui donnent l'impression de protéger le régime de Paul Kagame en fait. Quelles sont ces C'est un forces? paradoxe. C'est un paradoxe parce que pour le régime de Paul Kagame, la France est le plus grand, c'est le grand Satan. Il n'a eu de cesse, enfin lui et son régime, que de salir la France, son honneur, ses dirigeants, ses présidents, ses premiers ministres, de gauche comme de droite. Son armée, bien sûr, ses officiers. Et au lieu de se défendre, et là je parle de la France en général, des différents gouvernements, de gauche comme de droite, au lieu de se défendre énergiquement en réfutant ces accusations et en apportant les preuves qu'elles étaient infondées, totalement ou partiellement, eh bien, la France semble avoir fait le dos rond. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que, bon, à la fin de mon livre, il y a un chapitre où je parle des protagonistes étrangers qui peuvent être considérés comme ayant eu une responsabilité dans ce qui s'est passé au Rwanda. Précisons d'abord que pour moi, le génocide rwandais, il est rwandais. Ce sont des Rwandais qui ont massacré d'autres Rwandais. Ce n'est pas une armée de mercenaires venus d'Afrique du Sud ou de je ne sais où qui est venue avec armes et bagages pour massacrer des Rwandais. Ce sont bel et bien des Rwandais qui ont massacré d'autres Rwandais. Maintenant, que les conditions aient été créées de l'étranger pour que cette tragédie atroce se produise, c'est possible. Mais alors justement, je fais la liste, moi, des protagonistes étrangers qui ont une responsabilité. Alors, le premier protagoniste étranger que je nomme, c'est l'Ouganda, clairement. L'Ouganda qui a autorisé, enfin le président, le régime de Kampala, qui a laissé faire ou qui a ou même autorisé une partie de son armée à partir avec armes et bagages pour attaquer un pays voisin, le Rwanda. Ensuite, ce sont les puissances qui ont soutenu cette faction de l'armée ougandaise devenue rébellion à travers l'Ouganda. Donc là, je pense tout naturellement aux États-Unis, je pense même à Israël, je pense à peut-être la Grande-Bretagne, qui ont encouragé et soutenu ce mouvement à travers la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Je pense aussi à l'ONU. Et quand je dis l'ONU, je pense au Conseil de sécurité, qui a pris la décision calamiteuse de retirer ces casques bleus, ou la majorité de ces casques bleus, alors qu'au contraire, il aurait fallu en envoyer davantage et leur donner la permission de tirer. Hein, je me souviens plus comment on appelle le chapitre 7. Voilà, le chapitre 7. Il aurait fallu à l'époque, parce qu'il y avait quand même plusieurs milliers de casques bleus qui étaient présents au Rwanda à l'époque, cette force bien armée aurait très bien pu enrayer la machine génocidaire. Or, sous la pression des États-Unis, on l'a au contraire retiré du Rwanda, en ne laissant qu'un petit contingent qui effectivement n'avait plus la possibilité de faire quoi que ce soit et qui n'a jamais eu le chapitre 7 pour pouvoir ouvrir le feu. Donc, je cite toutes ces... Je voudrais ajouter un élément étranger. Maintenant, la France. Mais bien sûr que la France a commis des erreurs. Bien sûr que le président Mitterrand était peut-être trop proche du président Habyarimana. C'est tout à fait possible. Bien sûr que l'opération Noiro, parce qu'on parle beaucoup de l'opération turquoise, mais avant l'opération turquoise, il y a eu l'opération Noiro
après l'attaque de 90, bien sûr que cette opération ne visait pas, comme on l'a prétendu, comme l'a prétendu le gouvernement français à l'époque, à protéger les ressortissants français. Dans la zone où l'opération Noiro est intervenue, il n'y avait pas de ressortissants français. Donc, il est certain que l'armée française est intervenue sans l'autorisation du Parlement français, est intervenue de manière offensive, disons-le, aux côtés de l'armée rwandaise pour stopper l'incursion venue d'Ouganda. Donc oui, il y a certainement eu… Bon, est-ce que la France a eu raison ou pas de le faire? C'est discutable et je comprends très bien que ça puisse être contesté, notamment le fait… C'est pas plus contestable, Hervé Chezul, c'est pas plus contestable d'autoriser des réfugiés à attaquer leur pays d'origine. Mais bien sûr. Parce que là, au moins, il y avait un accord de défense entre le Rwanda et la France. Alors que l'attaque de réfugiés de leur pays d'origine est interdite par les lois internationales. Absolument. Donc, à toute chose et puis, le pire, c'est que les Nations Unies ont également imposé un embargo sur les ventes d'armes au gouvernement légal de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement du président Habyarimana, gouvernement internationalement reconnu par la communauté internationale, alors qu'ils ont été incapables de stopper, durant la même période, l'approvisionnement en armes via l'Ouganda du FPR. Donc là, il y a eu un deux poids, deux mesures. On a enlevé les moyens de se défendre à la partie qui était attaquée et on a laissé la partie attaquante s'approvisionner quasiment librement. Tout à fait. Et parlant du président Mitterrand et du gouvernement français, en fait, il y a aussi tout un tas de mythes et de mensonges. Moi, j'étais à Paris, je suivais, je pense, à mon niveau d'ambassadeur, les relations quotidiennes entre la France et le Rwanda. Et je n'ai jamais remarqué une quelconque relation particulière entre le président Mitterrand et le président Habyarimana. Il était traité comme les autres chefs d'État africains. Au moment où la France intervenait au Rwanda, la France était ailleurs aussi. La France était à Djibouti, au Tchad et ailleurs. Aujourd'hui, la France se trouve au Mali. Je pense qu'il y a un autre chef d'État qui avait des relations peut-être trop personnelles avec le président Habyarimana, c'est le roi Baudouin, tout simplement parce qu'il partageait les mêmes convictions religieuses. Oui, parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps aussi. Voilà, voilà. Donc là, je pense que les relations que le roi Baudouin, paix à son âme, a entretenues avec le président Habyarimana, c'était des relations quasiment familiales, ce qui n'a jamais été le cas du président Mitterrand. Tout à fait. Sachant que le roi Baudouin, vous savez, c'est quand même, il était le souverain de notre ancien protecteur, enfin, tuteur, oui, si on peut dire ainsi. Parce que le Rwanda a été longtemps un pays sous tutelle de la Belgique. Donc, c'était un peu notre tonton à nous. Et alors, quand je parlais à l'instant des protagonistes étrangers à qui il faudrait demander des comptes, j'en ai fait la liste. Mais j'en profite pour passer à un autre point, c'est le point des archives. Parce qu'on parle beaucoup des archives. Permettez-moi, Hervé Chezville, permettez-moi. J'avais demandé d'essayer d'évaluer les forces en présence. Quels sont les lobbies, les forces qui permettent au FPR d'avoir autant de puissance et de pouvoir en France, jusqu'à censurer les auteurs français ou autres, jusqu'à empêcher un grand éditeur français de sortir le livre de Julie Revers. Est-ce que vous voyez quelque part, vous pouvez identifier des forces qui sont derrière… Bon, il y a bien sûr ne les citez pas, mais… des lobbies qui servent de relais au régime de Kigali. C'est ça. L'association officielle qui regroupe les survivants du génocide, qui a un statut officiel au Rwanda, est très active aussi en France. Et quand elle intervient auprès de tel ou tel média, je suppose qu'elle est traitée avec des égards, du fait que
ils s'abritent derrière la bannière de survivants du génocide. On ne peut qu'avoir de la sympathie pour les survivants du génocide. Donc je pense que ces réseaux, il y a également aussi des réseaux anticolonialistes, qui sont très en pointe aujourd'hui, qui font la une de l'actualité, qui passent leur temps matin, midi et soir à dénigrer le passé colonial de la France. Donc là, l'affaire du Rwanda, pour eux, c'était une affaire en or, parce qu'ils ont cru pouvoir montrer dans toute son horreur les côtés sombres de la France qu'ils combattent matin, midi et soir. Je me rappelle, je ne veux pas citer son nom ici, mais d'un auteur d'origine africaine qui a osé sortir un petit bouquin, j'appellerais ça moi un pamphlet, qu'il a osé appeler Rwanda, je dis ça de mémoire, Rwanda, un génocide français. Effectivement. Oser dire ça, et la France n'a pas réagi. Il n'a pas été poursuivi en diffamation, non, rien, on a laissé dire, on a laissé faire. Et je connais l'amertume de ces officiers. Je pense au colonel Hogar, dont j'ai beaucoup apprécié le livre Les larmes de l'honneur, je crois. C'est ça, Les larmes de l'honneur. Qui est un livre qu'il a écrit avec son cœur, parce que lui avait conscience d'avoir fait son travail et de l'avoir bien fait. Et il a fait son travail, je peux en témoigner, parce qu'il était positionné dans ma région d'origine. Voilà. Et il a sauvé des personnes de ma famille, qu'il a protégées dans le camp de Nyarushishi. Donc, c'est un témoignage. Et à l'époque, d'ailleurs, même des ONG françaises ou des ONG internationales avaient rendu hommage, en particulier à l'hôpital de campagne monté par l'opération Turquoise. Et donc, le fait, moi je trouve ça impardonnable, vraiment impardonnable. Et je vous ai dit pourtant mon approche un peu critique de l'État français. Mais je trouve ça impardonnable que cet État français, ces gouvernements successifs de droite, de gauche, n'aient jamais pris une position publique et sans ambiguïté pour défendre l'honneur du général Lafourcade, du colonel Hogar et de tous ces hommes qui ont fait du bon boulot durant l'opération Turquoise. Qui ont travaillé pour l'honneur de la France aussi. Mais bien sûr, Moi, j'ai été témoin, j'étais pas, comme je l'ai dit, j'étais pas au Rwanda à l'époque, mais j'ai été témoin de l'opération Épervier, je crois. Je me trouvais en Ituri, en République démocratique du Congo, pendant l'opération Épervier, et qui était un peu de la même nature que l'opération Turquoise, parce qu'elle était aussi limitée dans le temps, et sous mandat de l'ONU, comme l'opération Turquoise. Et j'étais très admiratif, je dois le dire, du professionnalisme de ces soldats français, qui ont été remplacés par la suite par des Uruguayens, par des Pakistanais, qui ne parlaient pas un mot de français. Il s'est passé la même chose avec Turquoise au Rwanda, et je pense que tant les Ituriens que les Rwandais ont vu la différence quand les autres sont arrivés pour remplacer, pour prendre la relève. Mais bon, entre-temps, il y a un régime qui poursuit ses compatriotes, enfin, ses ressortissants à l'étranger, mais aussi tous ceux qui donnent l'impression de ne pas partager à 100% la religion de ce régime. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Alors, il y a eu aussi un autre problème, c'est que la presse, au départ, dans disons, les 20 premières années depuis le génocide, la presse anglo-saxonne a été très dure vis-à-vis de la France. Elle a relayé beaucoup de ces théories sur un supposé rôle de la France dans le génocide. Et la France a été très mal, la France en tant qu'État, je pense, a été très mal à l'aise vis-à-vis de ses partenaires anglo-saxons à cause de ces attaques. Et là, on assiste à un retournement de situation, puisque dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, depuis 4 ou 5 ans, on assiste
à l'expression ou à la publication de livres, d'articles de gens honnêtes qui, je pense à la BBC, qui a fait ce fameux documentaire qui a fait scandale à Kigali, et à d'autres. Ils ont osé s'exprimer, ils ont osé montrer l'envers du décor. Tandis que la France, elle, traumatisée, je dirais, par les attaques précédentes, on a très peu fait écho. Très peu fait écho. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que la France, principale victime des accusations venant de Kigali, est celle finalement qui protège le plus la version officielle de Kigali. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est paradoxal et c'est pas fini, Hervé Chesville. Oui. Regardez, hier encore, je lisais un article du journal Iguié. Iguié, c'est un journal du FPR, en fait, qui écrit de Belgique, mais qui écrit sur le Rwanda en général. Tous les jours, ils sortent des articles. Et un des articles sortis hier, c'était la visite de l'ancien président Nicolas Sarkozy à Kigali. Nicolas Sarkozy, il était le porte-parole du gouvernement en 1994. Et il avait prononcé des beaux discours. Il avait notamment défendu l'honneur de la France et l'honneur de Turquoise. Pour quelques années plus tard, en 2010, dire que dans cette politique, dans la politique d'envoi des troupes françaises sauver des Rwandais qui avaient eu des erreurs, il n'y a pas de... On ne peut pas passer une journée sans commettre d'erreurs. Bien sûr, l'erreur est humaine. En politique comme dans la vie privée. Bien sûr. Et aujourd'hui, le même président, certains disent que Nicolas Sarkozy serait le conseiller occulte du président Kagame. Dans quel sens? Moi, je ne le dis pas et je n'en suis pas sûr. Mais on constate quand même qu'il y a une forte tendance à protéger ce régime et à lui apporter quelques bienveillances. Au moment où les pays étrangers, plutôt anglophones, parlons de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne hier encore, le Royaume-Uni a sorti une déclaration condamnant la violation des droits de l'homme au Rwanda, condamnant le kidnapping, la disparition de gens, de politiciens. Le secrétaire du Commonwealth a fait un communiqué. Et on est à la veille de la réunion du Commonwealth, du sommet de la Commonwealth, mais effectivement, des anciens responsables français se pressent à Kigali. Alors justement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai envoyé mon livre au maire de Bayeux lorsque Judy River a été désinvitée. Eh bien, quand j'ai appris que le sommet du Commonwealth allait se tenir à Kigali, qu'est-ce que j'ai fait? C'était l'année dernière. J'ai envoyé mon livre au prince Charles. J'ai envoyé mon livre au prince Charles qui... le futur roi d'Angleterre, qui devait représenter la reine au sommet de Kigali. Je sais qu'il parle très bien français. Je lui ai envoyé ce livre accompagné d'un petit mot. Dans mon petit mot, je n'ai pas dit, attention, n'allez pas à Kigali. Non, pas du tout. Je lui ai dit, voilà, je vous offre mon témoignage sur la réalité du Rwanda de Paul Kagame. Son secrétariat m'a répondu très aimablement en disant que le prince avait effectivement apprécié mon livre. Bon, ira-t-il à Kigali? Je n'en sais rien, il est possible qu'il y aille. Si réellement ce sommet se tient à Kigali, je suppose qu'il ira. Encore faudrait-il, pour que le sommet se tienne, que le chef d'État hôte soit lui aussi disponible pour accueillir ce sommet. Et là, les indications qu'on a depuis près d'une année font planer certains doutes quant à sa capacité à le faire. Tout à fait, tout à fait. Alors revenons en France. En introduisant justement votre parcours, vous avez notamment parlé d'ingérence ou d'interférence qui vous empêchait de parler. Lorsque vous alliez faire des conférences, certains s'arrangeaient pour que les salles ne vous soient pas accordées, ou alors qu'on ne vous accorde pas le micro ou la parole dans une partie de la presse française. Est-ce que vous voulez élaborer davantage, éventuellement, expliquer comment ça se passait?
c'est vrai que mon livre n'a eu quasiment aucun écho dans les médias. À part quelques médias amis qui en ont fait écho, il a, pour ainsi dire, eu aucun écho, que ce soit au niveau régional, puisque je l'ai publié ici en Corse, ou national. Et c'est pas faute d'avoir envoyé des exemplaires gratuits à tous les grands médias. Et bon, RFI ne m'a jamais invité, alors que j'ai souvent parlé sur les ondes de RFI autrefois quand j'étais en Afrique, et j'étais un ami, je peux le dire, j'étais un ami de Ghislaine Dupont, la regrettée Ghislaine Dupont, assassinée par les djihadistes au Mali. Je l'ai reçue à Bukavu, Ghislaine Dupont. Et je suis sûr qu'elle, si elle avait vécu, aurait parlé de mon livre. Bon, il semblerait que depuis sa mort épouvantable, je n'ai plus les entrées que j'ai pu avoir autrefois à RFI. Sputnik, l'agence russe, m'a interviewé autour de mon livre il n'y a pas très longtemps. Donc c'est plutôt ce genre de médias. J'aime pas utiliser les anglicismes, vous l'aurez compris en tant qu'auteur, mais bon, je vais faire une exception. Disons que les médias mainstream, effectivement, ne m'ont pas accueilli, ça c'est certain. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un frein à l'histoire, c'est un frein à la culture, et c'est un frein pour la vérité face à toutes ces forces qui veulent nous empêcher de parler, nous empêcher de dire ce que nous savons et ce que nous pensons de l'Afrique, en particulier du Rwanda et de la région des Grands Lacs. Alors, c'est très, très dommage, et c'est dommageable d'ailleurs pour l'ensemble de ces peuples. Bien sûr. Concernant Judy River, je viens de mettre, juste avant l'émission, un commentaire sur le site de Radio-Canada, dans lequel je fais un parallèle entre le petit Rwanda et la grande Union soviétique. Parce que l'Union soviétique des années 30, 40, 50 utilisait exactement les mêmes méthodes que le Rwanda actuel de Paul Kagame. Je parle de l'Union soviétique, donc de Staline, qui avait recours aux mêmes méthodes, à savoir décrédibiliser, calomnier, intenter des procès contre toute voix discordante à l'étranger. Je ne parle pas de l'intérieur de l'Union soviétique, parce que là, ils étaient liquidés ou envoyés en goulag. L'adversaire supposé. Voilà. Dans les années 30, il y avait eu une affaire qui avait défrayé la chronique judiciaire en France. C'était un citoyen soviétique qui avait écrit un livre bien avant Solzhenitsyn pour dénoncer l'enfer du régime de Staline, le goulag, qu'on n'appelait pas encore goulag à l'époque. Tout était dans son bouquin. Il a été traîné en justice, non pas par l'Union soviétique directement, mais par le Parti communiste et ses relais, Parti communiste français. Et la presse, la grande presse de l'époque, eh bien, la majorité, je dirais, était dans le camp, finalement, qui a cherché à le décrédibiliser, ce pauvre, comment s'appelait-il, Kravchenko, je crois. On l'a diabolisé, le pauvre homme. On a continué ensuite avec d'autres, hein, Solzhenitsyn et autres. Donc là, je vois un parallèle extraordinaire entre le Rwanda et l'Union soviétique de l'époque. Et également le recours à l'utilisation d'agents pour éliminer des voix discordantes, qu'elles soient nationales ou internationales. On a encore eu certaines affaires retentissantes dernièrement où on a parlé d'agents ou d'ex-agents russes qui auraient été empoisonnés à Londres ou ailleurs. Ça a fait scandale, ça a fait la une des médias pendant des mois et des mois. On n'a parlé que de ça. Mais le Rwanda fait exactement la même chose
et personne n'en parle. Les ambassades du Rwanda, de Bruxelles, de Paris ou d'Ottawa servent de base à ce genre d'opérations occultes contre des Rwandais, mais pas seulement, comme peut en témoigner Judy Rever. Et là, ça ne scandalise personne. Alors pourquoi? Il me semble malgré tout que, avec tous ses défauts, Vladimir Poutine a moins de sang sur les mains que Paul Kagame. Mais malgré tout, on ne pardonne pas à Vladimir Poutine certaines dérives que l'on occulte quand ça vient de Paul Kagame. Pourquoi? Tout à fait, tout à fait. Ou alors, même comparé aux pays voisins, au Burundi, on ne fait pas le centième de ce que fait Paul Kagame au Rwanda. Mais bien en termes de persécution de l'opposition, en termes de massacre, en termes d'assassinat politique. Et le Burundi a été accusé régulièrement lors de la... Placé sous embargo, mais chaque fois qu'il y a des mis sous embargo, exactement, alors que la démocratie burundaise, avec tous ses défauts, est malgré tout un peu plus une démocratie, ou correspond un peu plus à ce qu'on peut appeler une démocratie que la démocratie rwandaise. Si on peut parler de démocratie au Rwanda, au Burundi, il y a au moins un essai de partage, il y a vraiment un régime de consensus. Bien sûr, Rwanda, avec tous ses défauts. Hein. Moi, j'ai été critique du président Nkurunziza, il y a eu des dérives sous son règne. On a parlé de ces journalistes qui ont été arrêtés, qui ont passé 1 an en prison pour avoir rendu compte d'une attaque rebelle. Bon, c'est sûr que le Burundi n'est pas exempt de critiques et de reproches, mais c'est un paradis par rapport au Rwanda, par rapport à la situation au Rwanda. Dans ce domaine, en tout cas, si vous lisez le livre d'Andian Sanduram, eh bien, vous comprendrez qu'effectivement, le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda qu'on nous présente dans la presse. Bien sûr. Mais la presse se limite souvent aux beaux buildings et aux belles avenues bien propres de Kigali. Voilà. C'est la vitrine. Mais ils ne vont pas voir ce qui se passe dans les collines. Ils ne vont pas voir la pauvreté extrême, la pauvreté abjecte, la malnutrition des enfants. Ça c'est des choses qu'on ne voit pas si on reste à Kigali, ou qu'on voit peu. Parce que si on veut vraiment ouvrir les yeux, même à Kigali, je pense qu'on peut voir certaines choses. Et je pense que le régime de Kigali a également dépensé des millions et des millions de dollars pour embaucher des agences spécialisées dans les relations publiques. Tout à fait. On en parlera peut-être à une autre occasion s'agissant de la France. Parce qu'en France, il y a des groupes de presse qui ont signé des contrats de communication avec le régime de Kigali. Mais bien sûr. Il y a un magazine bien connu qui était très, très hostile à Paul Kagame et au FPR jusqu'à une certaine époque, et qui du jour au lendemain a changé complètement d'optique à partir du moment où le régime de Kigali a acheté des carnets publicitaires qui font vivre le magazine en question. Ben justement, puisque la fin de notre émission s'approche, qu'est-ce que vous diriez d'abord à tous ceux qui veulent parler du Rwanda, à tous ceux qui détiennent la vérité, la vraie vérité, c'est-à-dire qui n'est pas partiale, une vérité qui parle de tout le monde, de tous les citoyens rwandais, de toutes les victimes, de tous les bourreaux. Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous leur donnez comme recommandation? Mais aussi, qu'est-ce que vous diriez éventuellement à ceux des Français qui soutiennent un régime qui tue ces populations et qui surtout empêche toute liberté de presse, toute liberté d'expression? Je leur dirais de ne pas croire tout ce qu'on dit dans les grands médias. Je leur dirais de creuser un peu plus, de se documenter, de lire les deux versions, parce que je ne vais pas utiliser la même méthode que ceux qui nous dénigrent. Je pense qu'il faut lire, même ceux qui font l'apologie du régime de Kagame, ben il faut aussi lire ces livres, il faut les lire, mais il faut aussi lire Judy Rever, modestement, ou plutôt immodestement, je dirais. Lisez aussi mon livre, lisez le livre du colonel Hogar dont j'ai parlé tout à l'heure,
lisez les livres de Robin Philpott au Canada et de bien d'autres, du professeur Reitken et d'autres, du professeur Lugan en France, pour avoir un autre son de cloche. Parce que je pense que nul n'a le monopole de la vérité. Il y a un adage français qui dit « malheur aux vaincus ». Vae victis en latin, en fait. Et effectivement, quand on appartient au camp des vaincus, on n'écrit pas l'histoire officielle de ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour Carthage, qui a été rayé de la carte par l'Empire romain. Toute l'histoire de Carthage dont on dispose a été écrite par des historiens romains. Alors naturellement, on a une mauvaise image d'Hannibal, d'Hamilcar, etc. Voilà un exemple historique. Mais il se passe la même chose aujourd'hui avec le Rwanda. Les vaincus sont inaudibles. Alors, moi j'encourage la recherche, j'encourage l'ouverture des archives. J'avais failli dire quelque chose tout à l'heure au sujet des archives. Allez-y, hein. On a encore 5 minutes pour parler les archives, mais pas seulement les archives françaises. Je suis très content si les archives de François Mitterrand sont ouvertes ou les archives de l'armée française, mais ouvrons aussi les archives américaines, ouvrons les archives onusiennes du Conseil de sécurité, ouvrons les archives israéliennes, ouvrons les archives britanniques, et les archives belges, bien sûr, et les archives ougandaises, si elles existent. Vous savez, le président Museveni, je le connais bien, j'ai vécu en Ouganda de nombreuses années, il a ses qualités et ses défauts, il a été réélu dernièrement de manière peut-être contestable, mais moi j'ai une recommandation à faire au président Kagame, au président, pardon, Museveni, à l'âge qu'il atteint aujourd'hui, et avec les problèmes qu'il a avec son voisin du Sud, à savoir le Rwanda. J'encouragerais le président Museveni à écrire ses mémoires dans lesquelles il dirait toute la vérité. Tout à fait. Et moi, en tant qu'éditeur, je serais ravi d'éditer les mémoires du président Museveni. Je serais prêt à aller à Kampala et à passer le temps qu'il faudra pour recueillir ses mémoires. Parce que vraiment, il a des choses à dire. Et si un jour le président Museveni dit la vérité, ça sera tout à fait dommageable pour Kagame. Et ce sera bénéfique pour tous ceux qui ont soif de la vérité. Absolument. Absolument. Je pense qu'on peut conclure sur cette notion-là. Cette invitation. Nous demandons l'ouverture de toutes les archives. Absolument. Pas seulement françaises, parce que les archives françaises, c'est quoi? Et les archives du FPR, j'ai oublié, les archives du FPR également. Moi, j'ai dit du Rwanda, mais en fait, je voulais dire du FPR. Bien sûr. Parce que les archives rwandaises d'avant, elles ont fait l'objet de scrutin. Ils ont été publiées quelque part. Bien sûr. Et ce que le FPR a fait, par exemple, ils ont fait une sorte de retranscription des émissions de Radio Rwanda, de Radio RTLM, mais jamais de Radio Mwabura du FPR. Qui incitait également à la haine tout autant que Radio Mille Collines. Tout à fait. Donc tout ça, c'est des choses à dire, et surtout en nous adressant à la Commission française sur le génocide du Rwanda et sur le Rwanda en général, sur l'intervention française au Rwanda, nous pouvons dire au président de cette commission de faire preuve d'ouverture. Bien sûr, mais... Voilà, de consulter tous ceux qui connaissent la situation. Ouais. Je n'ai pas été approché, hein. Je n'ai pas été contacté. D'auditionner tout le monde. Parce que si n'auditionne que ceux qui sont favorables au gouvernement de Kigali, eh bien la vérité ne sera jamais connue, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, Hervé Chezville, d'avoir participé à notre émission, à notre chronique. Hein, parce que oui, je précise que mon petit bouquin, il est maintenant disponible sur Amazon. Sur Amazon, on peut le commander de partout dans le monde, sauf bien sûr depuis le Rwanda. Je m'enverrai le lien pour accéder à l'achat de ce livre et puis je mettrai ça à la disposition de notre public. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça a été un entretien très, très agréable. J'espère que les auditeurs ont remarqué que c'est un format simple, comme si nous parlions à bâton rompu. Moi, je ne manie pas la langue de bois.
Jamais. Non, il ne faut pas. Surtout pas, nous non plus. Ça nous vaut bien des déboires, ça nous vaut beaucoup d'insultes, de mensonges et de critiques, mais nous privilégions le vrai, le langage vrai qui met au devant de la scène les gens qui disent la vérité. Nous ne voulons pas contribuer à ce camouflage de la vérité. Absolument. À ce tripatouillage. Au Rwanda, vous savez, aujourd'hui, il y a un vocabulaire qui fait ravage, qui fait des... On dit techniquer. C'est un vocabulaire nouveau au Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda est capable de tout techniquer, de ressusciter les morts, de dire que telle personne est vivante alors qu'elle est morte depuis des années. C'est quelque chose que nous essayons d'éviter en ce qui nous concerne. On ne veut pas techniquer, entre guillemets, la vérité ni l'histoire de notre pays. Et surtout, quand je parle de notre pays, souvent je parle des Grands Lacs, en fait, parce que les Grands Lacs devraient constituer un ensemble. Tout ce qui s'est passé au Rwanda a eu des conséquences au Congo, aujourd'hui encore. Sur toute la région. Et tout ce qui se passe au Congo, ou à la frontière entre le Rwanda et le Burundi, aura demain des conséquences sur l'ensemble de la région si on n'est pas en garde. La tragédie burundaise est intimement liée à la tragédie rwandaise. Tout à fait, tout à fait. Les deux génocides, parce que d'un côté on parle de génocide, de l'autre côté on ne parle pas de génocide, mais il y a eu génocide également au Burundi. Mais les deux sont liés. Je dis toujours qu'on ne peut pas éternuer au Rwanda sans tomber malade au Burundi, et inversement. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et à une prochaine avec Hervé Chesville ou avec un autre invité. Merci. Ce sera avec plaisir. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?